Bonjour. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être ici. Donc, moi, je travaille chez Élan Interculturel et je finis mon master en anthropologie. Et c'est un petit peu pour ça que je suis ici ce soir, pour vous parler du genre. Mais avant même de parler du genre et des hommes ou des femmes, je vais parler du corps. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant qu'on se trouve ici dans cet amphithéâtre. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est dans un ancien hôpital juste ici. Et cette pièce, c'était là où ils faisaient les dissections, à peu près ici, en fait, là où on se trouve. Et si c'est aussi grand et aussi impressionnant, c'est parce qu'il fallait que tout le monde puisse voir le corps. Donc le corps biologique. On disséquait du corps biologique et aujourd'hui, on va essayer de disséquer le corps social. Il y a donc une différence entre le corps biologique et le corps social. C'est-à-dire que pour notre survie, on a tous besoin de manger, de boire, de dormir, de respirer, évidemment, sinon on meurt. Mais d'un autre côté, les manières de faire et les façons de dormir, de boire, de manger, c'est du social, c'est culturel. Le corps seul, entre guillemets, n'existe pas. Il a toujours besoin de la culture qui va venir lui mettre une parure d'homme, en l'occurrence, ou de femme, mais aussi de guerriers, d'enfants, de vieillards, de canons de beauté, etc. Et ce corps, on a assez tendance à oublier qu'on l'a. C'est-à-dire qu'on pense qu'il est inné, qu'il est naturel. On ne voit pas trop, pas forcément en tout cas, le social des choses, quand on s'habille le matin ou quand on mange le midi. Pourtant, c'est du social. Excusez-moi. Par exemple, un autre exemple, le corbeau, non pas l'oiseau, mais le corps, est considéré beau en France, par exemple en Occident, lorsqu'il est svelte, lorsqu'il est assez mince, lorsqu'il est bronzé. Mais dans d'autres pays, ça va être d'autres formes de corps qui vont être valorisées. Par exemple, ça peut être des corps qui soient blancs ou en Mauritanie, par exemple, certaines jeunes filles sont gavées dès la naissance pour devenir obèses, parce que être obèse est synonyme de richesse, d'oisiveté et donc de prestige social. Donc il y a des différences non seulement au niveau du corps, mais là on va parler du coup des différences au niveau du genre. Il y a en effet des hommes et des femmes et on retrouve la même distinction du social et du biologique. Et c'est ça dont on parle quand on parle du genre. Le genre, c'est le sexe social. Autrement dit, dans le biologie, dans le corps, on trouve tout ce qui est évidemment partie génitale, donc le pénis pour les hommes, le vagin pour les femmes, il y a des seins, etc. Ça, on ne peut pas vraiment le changer, quoique si on peut. Mais c'est le sexe, qui est différent du genre. Le genre, c'est donc la part sociale attribuée à chacun des sexes. Et cette part sociale va changer en fonction des cultures. Parce qu'on a tous été socialisés, on a tous des filtres devant les yeux, on a tous un cadre de référence qui nous fait voir le monde d'une certaine manière. Et selon les endroits où on se trouve dans le monde et selon les sociétés, on ne voit pas le monde de la même manière. Ce qui est totalement normal. Mais encore une fois, on va penser ça comme quelque chose de naturel. C'est-à-dire qu'on ne va pas se rendre compte de ses propres lunettes parce que justement, on les a en face des yeux tout le temps. C'est donc le sexe social qui est très important à prendre en compte parce que si on imagine que les différences entre hommes et femmes sont uniquement biologiques, eh bien on va venir justifier des inégalités et justifier des inégalités. Voilà. Voilà. Donc comment ça se fait qu'on ne puisse pas enlever ses lunettes de référence, son cas de référence, c'est parce que justement on ne s'en rend pas compte et qu'on a été socialisé dès l'enfance à les porter, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, même avant que l'enfant naisse, même dans le corps de la femme, à partir du moment où on connaît le sexe de l'enfant, on va commencer à le genrer. C'est-à-dire qu'on va parler à son bébé d'une manière différente selon si c'est un homme ou une femme. On va demander au garçon d'arrêter de pleurer beaucoup plus vite que si c'est une petite fille. Ça va continuer à l'école, ça va continuer à l'âge adulte, ça va continuer à tous les moments de sa vie, en fait. Et donc, on ne s'en rend pas compte. Ce qui fait qu'on assiste à un phénomène de violence symbolique. C'est Bourdieu qui a parlé de violence symbolique. Pour rendre ça un petit peu plus compréhensible, en gros, c'est un phénomène d'acceptation de la domination. Parce qu'on n'est pas seulement différent, on est aussi, il y a également des hiérarchies. Le genre, c'est pas simplement se rendre compte qu'il y a des différences. Mais c'est accepter le fait qu'il y ait aussi des hiérarchies. Donc il y a des hiérarchies, et ces hiérarchies sont tellement intériorisées par la violence symbolique, par le processus d'acceptation de la domination qu'on ne se rend plus compte. Je vais prendre un exemple tout bête et assez actuel. Avec Madame Macron, ce qui s'est passé, tout le monde a rigolé, etc., parce qu'il y a 25 ans d'écart, que nous, ça nous choque, parce que ce ne sont pas justement notre propre cadre de référence. Mais c'est social. On peut très bien imaginer des endroits où ça ne choquerait absolument personne.
Et pour terminer, au XXIe siècle, où est-ce qu'on en est? Eh bien, il y a différents modes de conceptualisation des rapports sexe-genre. En Europe, et ici en France particulièrement, le sexe et le genre sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire que nées femmes, on va jouer un rôle de femme. Il y a d'autres cas où, par exemple, on pourrait penser que le genre précède le sexe. C'est-à-dire que nées femme, par exemple, enfin peu importe, si je vais m'attribuer le rôle de femme, que je sois femme ou non, je me l'attribue. C'est-à-dire que c'est moi qui décide de mon genre. Mais je ne sors pas non plus des carcan normatif ou du schéma normé de la chose. Et le troisième mode, enfin, qu'on peut trouver, c'est le mode où seul le genre compte. C'est-à-dire que là, je peux moi-même décider d'un genre, choisir de ne pas en avoir, ou bien m'en attribuer de nouveau. Et évidemment, on peut basculer entre tous ces différents modes. Et est-ce que ce n'est pas ça la perspective interculturelle à avoir aujourd'hui? C'est-à-dire que les catégories hommes-femmes, telles qu'on les utilise aujourd'hui, sont-elles toujours adaptées à la réalité? L'approche interculturelle vous invite donc à rester flexible et créatif afin de créer de nouvelles catégories qui nous permettront de nommer la diversité. Voilà, je vous remercie. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, ça marche? Ok. Bon, merci à Élan Interculturel, au Grand Voisin, de m'avoir invité. Je suis honorée d'être là. Je m'appelle Grace Lee. Voilà, ça marche mieux comme ça. Je m'appelle Grace Lee. Je tiens depuis presque 6 ans le blog lapetitebanane.com où je parle de culture, identité, de ma double culture, et, entre autres, et notamment au détour de bonnes adresses de restaurants asiatiques dans Paris. Voilà. Donc je suis française, née en France de parents chinois venus du Cambodge. Et je vais vous présenter une web-série que je produis qui s'appelle « Ça reste entre nous ». Et en fait, la web-série veut donner une voix aux Asiatiques de France, puisque nous sommes considérés de manière assez commode la minorité invisible, hein, ou la minorité modèle. Et donc, on voulait faire quelque chose pour prendre la parole et parler de choses qui nous pesaient. Donc, l'épisode pilote porte sur quelque chose qui me tient à cœur. Il s'agit des clichés sur les femmes asiatiques. Et donc, je vais vous montrer la vidéo et puis on reprendra tout à l'heure. Elle dure 8 minutes, donc ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. Donc, avec ma copine Irène, qui est dans la vidéo, qui est d'origine sud-coréenne, ça nous a fait un bien fou de faire ça, en fait. Parce que on le pensait, et puis on se dit, putain, il faut le faire, parce qu'on en a marre, en fait. Et donc, du coup, je vais essayer de vous raconter des trucs vous raconter un peu ce qui m'est arrivé pour en arriver là. Parce que, donc moi, je suis née en France, dans une famille chinoise, et je crois que je cumulais dans ma jeunesse tous les stéréotypes qu'on attribue aux Asiatiques. Bon, déjà, j'avais un carré hyper sage, là, vous voyez, un truc, il n'y avait aucun cheveu qui rebiffait. Voilà. J'étais vraiment la toute petite fille sage. Et mes parents, eux aussi, ils cumulaient tous les boulots qu'on attribuait aux Asiatiques. C'est-à-dire qu'ils avaient un restaurant chinois, après, ils ont eu un pressing où on fait du nettoyage à sec. Ils avaient un vidéoclub de séries hongkongaises dans une boutique de chinoiserie, vous savez, où ils vendent des ombrelles avec des sabres décoratifs et des chats qui bougent la patte, là. Donc en fait, moi, déjà, quand on me disait « oui, t'as un stéréotype », je disais bah oui, je suis un stéréotype. Et mes parents me disaient souvent, ils me disaient « oui, nous, les Asiatiques, il faut qu'on travaille dur et qu'on soit discret pour être accepté dans cette société ». Voilà, c'était... Et à la maison, j'ai remarqué très tôt qu'on n'avait pas les mêmes choses à faire, les filles et les garçons. Moi, je suis l'aînée de ma fratrie, on est 3. Donc, il y a moi, ma petite sœur et mon petit frère. Et par exemple, les filles, nous, on aidait beaucoup à la cuisine et au ménage. Mon frère, moins. Vous savez, les enfants remarquent ce genre de choses. Hein. C'est comme des petits pics qu'on nous met dans le cœur. Des petits pics d'injustice, vous voyez.
Et donc, voilà, j'ai senti qu'on attendait des filles qu'elles soient souriantes et polies. Et puis les garçons, s'ils étaient un petit peu excités, on disait qu'ils seraient débrouillards dans la vie. Oui. Et moi, je suis née en 1979. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Et ma mère me racontait que quand je suis née, mon père était déçu parce qu'il voulait un garçon. Après, ma sœur est née. Il était encore un peu plus déçu. Et donc, quand mon frère est né, il a exulté, il l'a pris dans ses bras, il l'a paradé dans la maternité. Je ne sais pas trop pourquoi ma mère me racontait ça, en vrai. Parce que ça aussi, ça m'a fait des petits pics dans le cœur. Un peu plus gros, celui-là. Hein. Et 1979, c'est aussi l'année qui marque le début de la politique de l'enfant unique en Chine. Moi, je ne connaissais rien de la Chine. Hein. Mais par contre, je connaissais ces histoires où on me disait... en fait, que les petites filles chinoises, on n'en voulait pas d'elles à la naissance. On les abandonnait ou elles étaient assassinées, voyez. Et je me disais quand même que si j'étais née en Chine, dans ma fratrie, je pense que moi et ma sœur, on n'aurait pas été retenus. Et donc, ça veut dire que, en fait, j'essaie de me plier à toutes les attentes des grandes personnes pour faire ma place. Et à l'école, par exemple, j'étais irréprochable. J'avais des bonnes notes partout et aucun problème de comportement. Il y avait un truc qui revenait tout le temps, c'était faible participation à l'oral. Parce que simplement, en fait, je ne parlais pas. J'étais tellement stressée, il fallait que je sois parfaite, vous voyez. Donc, en fait, ouvrir la bouche, c'était un risque. Je pouvais dire une bêtise. Et donc, quand j'étais en primaire, on m'a fait sauter une classe. Le CE1, qui est, si vous le savez, à peu près l'année où il y a le plus d'apprentissage, en fait, dans le premier cycle. Et donc, je suis arrivée en CE2 dans une nouvelle classe, avec plein de petits camarades qui ne me ressemblaient pas. Et en fait, je pense que pendant une année, je n'ai rien compris. Mais je n'ai jamais posé une seule question. Parce qu'en fait, j'avais trop peur de montrer que je n'avais pas compris. Je faisais comme ma mère à sa boutique, quand elle ne comprenait pas ce que disaient les clients, elle faisait oui, oui, comme ça, en opinant de la tête. Voilà. Et ensuite, il y a eu l'adolescence, où, en fait, j'étais invisible, comme ma communauté. Par exemple, les garçons, ils ne me voyaient pas. Ça fait un peu souffrir aussi. En fait, je crois que ce n'était pas eux qui ne me voyaient pas, c'était moi qui ne me voyais pas. Vous voyez ? Parce que quand j'ouvrais un magazine, quand je regardais la télé, quand j'allais au cinéma, en fait, il n'y avait personne. Il n'y avait pas d'idole des jeunes, ou il n'y avait pas de super-héros qui avaient les mêmes traits que moi. Enfin, vous voyez, c'était... en fait, j'étais pas vraiment... je crois que j'étais pas vraiment aimable. Voilà. Et donc, moi, je choisissais, comme tout le monde, de convoiter le garçon qui était hyper en vogue, avec la mèche et tout ça. Mais lui, il savait même pas que j'existais. Vous voyez ? Donc ça, après, ça s'est passé. Hein, parce qu'à l'adolescence, heureusement, ça passe. Et alors après, il y a eu les remarques comme je suis jamais sortie avec une asiatique, ce que vous avez pu voir un peu dans la vidéo. Il y avait, vous faites bien les massages, d'accord, j'adore les asiatiques. Je vais souvent en Thaïlande. Donc ça. Et le truc de, il paraît que vous êtes plus serré en bas. Donc ça. Déjà, comment est-ce que je pouvais le savoir ? Genre, j'ai fait un concours avec mes cousines et mes sœurs, vous voyez. Et au début, je dois avouer que, en fait, j'étais un peu flattée par cette nouvelle attention. Parce qu'après avoir été invisible, si vous voulez, je pense que d'être un objet sexuel, je croyais que c'était un compliment. Et en fait, non. Et très vite, le malaise est revenu, et puis la colère et la tristesse. Et je me suis rendu compte que mes cousins, ils avaient exactement le problème inverse. Et que les clichés sur les hommes asiatiques, en fait, eux, c'était plutôt la case moins désirable. Voilà. En fait, les hommes asiatiques, ils souffrent, à l'inverse, d'un déficit d'attributs de virilité. Alors, ils n'ont pas de poils sur le torse, ils sont plutôt, on va dire, ils n'ont pas de mâchoire carrée, ils n'ont pas de réputation de donjouans, voilà, ils sont plutôt, on les voit dans la société comme des informaticiens, des livreurs de sushis ou du grattage de tac au tac là, au bar tabac. Et donc, il paraît aussi qu'ils auraient des petits zizis. Et donc ça... Et en fait, pour moi, si la taille du sexe de l'homme, c'est un critère de virilité, ça en dit beaucoup
sur notre société d'apparence et de performance. Et donc, pour notre deuxième épisode de Ça reste entre nous, on a décidé de parler de ça et de donner la parole à 3 hommes asiatiques qui prennent la parole et racontent leur propre expérience et savoir comment ça les a affectés dans leur vie. Et moi, je retrouve ces stéréotypes de genre, en fait, un peu partout, hein, dans la culture populaire et l'inconscient collectif. Par exemple, moi, l'année dernière, les films que j'ai vus au cinéma avec à l'affiche des femmes asiatiques, c'était La Marcheuse. La Marcheuse, c'est une prostituée de Belleville. Donc, il y avait Shanghai Belleville aussi sur les prostituées sans papier de Belleville. Et il y avait aussi Pattaya, donc sur une bande de jeunes qui va en Thaïlande pour s'amuser. Donc voilà. Imaginez donc, voilà, ça me crispe un peu. Et vous pouvez imaginer. Et pour les hommes, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils sont absolument invisibles dans le cinéma. Et l'année dernière, dans les médias français, on a parlé d'hommes asiatiques. Voilà. Il a fallu qu'il y ait des drames pour qu'enfin, on parle d'hommes asiatiques. Donc, c'était des situations tragiques. Il y a eu 2 morts, par exemple, Zhang Xiaoling et Liu Xiaoyou. Donc, c'est des drames. Il s'est passé des choses. Ils ont été tués par des clichés. L'un a été tué parce qu'on croyait qu'il avait de l'argent liquide sur lui. Et l'autre a été tué parce qu'on pensait qu'il était dangereux avec une paire de ciseaux. Donc... en fait, moi, ça me touche parce que, en fait, ça pourrait être mon père. C'est des hommes, pères de famille, travailleurs, voilà, en fait. Et donc, oui. Et force est de constater que même quand on parle d'eux, ils n'ont pas de nom. Parce que dans les médias, on parle de Chinois tués, manif de Chinois, communauté chinoise en colère. Voilà. Et voilà, en fait, la route est hyper longue et voilà, les obstacles, il y en a partout. Et donc, ces clichés nous affectent, et oui, les clichés tuent. Voilà. Et voilà, donc nous, on peut tous contribuer à les combattre, comme ce que vous faites aujourd'hui, et je pense que, j'espère que ça motivera d'autres personnes à prendre la parole et à partager leur récit, parce que, voilà, si chacun de nous, à notre niveau, on ose s'élever contre ça en disant non, c'est pas normal, parce que moi, je dis c'est pas normal, c'est une chose, mais que vous me souteniez en me disant ah ouais, non, elle a raison, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que ça va plus loin. Et ça fait que je n'ai pas juste ma résonance de mes communautés, ça veut rien dire en vrai. Vous êtes ma communauté. Et donc, voilà. Donc, ce qui m'a manqué, moi, dans ma jeunesse et dans ma construction, j'ai essayé de le recréer avec Ça reste entre nous. C'était un espace, en fait, où je pouvais librement parler, où je me trouvais en sécurité, avec des gens qui me disent oui, je te comprends. J'avais juste besoin de ça, je te comprends. Et j'avais juste besoin, moi, de prendre la parole et de m'exprimer. Et donc, je vous encourage à venir sur notre page et à nous mettre nos petits commentaires et à nous encourager. Merci beaucoup. Bonsoir. Voilà. Comme cela a été... Il marche ou pas ? Vous m'entendez ? Oui. Comme cela a été dit, je m'appelle Kumba Samake et je fais partie du collectif féministe contre le cyberharcèlement. On existe maintenant depuis 1 an et demi. On a été... à la base, c'était un hashtag, Twitter Against Women. On voulait dénoncer le fait que Twitter ne réagissait pas face aux nombreux signalements. Par exemple, s'il y avait une photo de jeune femme dénudée sur les réseaux et la photo a été mise à son insu, on pouvait signaler la photo 100 fois, par exemple, la photo n'était pas supprimée. Alors que, par exemple, dans la même semaine, quelqu'un avait dit la fin de Star Wars, je crois. Les personnes l'ont bloqué et après, son compte a été supprimé. Donc, on a vu qu'il y avait vraiment un problème contre les femmes. Donc, on a décidé de créer ce hashtag. Et après ça, on a eu beaucoup de sollicitations. Donc, on a décidé de fonder un collectif. On est toutes féministes intersectionnelles. C'est vraiment important pour nous. Et dans le collectif, on fait plusieurs choses, mais notre rôle principal, c'est d'aider les victimes. On a un rôle juridique, on aide juridiquement pour porter plainte, parce que on a vraiment de mal, les victimes ont vraiment de mal à porter plainte, même si la loi est avec elles. Souvent, les policiers ne veulent pas prendre les plaintes qui concernent le cyberharcèlement, surtout si elles sont mineures. Et du coup, on aide les victimes, on aide aussi les victimes psychologiquement.
On travaille aussi avec des psychologues et on aide à supprimer certains fichiers. On fait aussi de la sensibilisation. On aide à faire connaître le cyberharcèlement et ses conséquences sur la vie des jeunes femmes. Tout d'abord, pour moi, Internet, c'était un moyen de s'émanciper. J'ai pas forcément l'occasion de voir d'autres femmes noires dans les médias, alors que sur Internet, j'ai pu rencontrer beaucoup de femmes noires, beaucoup d'afroféministes, de féministes, et par exemple, à l'aide des threads. Les threads, c'est des suites de tweets, et beaucoup de femmes les utilisent pour raconter leur vécu, raconter des histoires, et s'exprimer tout simplement, parce qu'elles n'en ont pas l'occasion. Donc pour moi, c'est vraiment un outil d'émancipation pour les femmes, Internet. Et on a remarqué que on nous a souvent posé la question pourquoi dire cybersexisme et pas cyberharcèlement tout court. C'est parce que merci. C'est parce que les femmes sont davantage touchées par le cyberharcèlement. Les femmes encourent 3 à 4 fois plus de risques d'être victimes de cyberharcèlement. Et une jeune femme sur 5 déclare avoir été confrontée à au moins un cyberharcèlement d'ordre sexuel depuis l'âge de 15 ans. Et les motifs du harcèlement sont, on va dire, les motifs classiques, ça va être le revenge porn. C'est se venger en postant la photo d'une personne dénudée sur les réseaux sociaux. Il y a le slut shaming. Normalement, voilà. Et ça va être les insultes de base que va recevoir une femme, on va dire. Mais il y a aussi les femmes qui subissent une double oppression. Par exemple, une femme noire qui est sur les réseaux sociaux va être plus harcelée qu'une femme blanche, hétéro, à cause de sa double oppression. Elle va être victime, par exemple, de misogynie noire, qui est spécifique aux femmes noires. Et c'est pour ça que le fait qu'on soit intersectionnel est vraiment important, parce qu'on veut vraiment prendre en compte toutes les oppressions, pas rester dans le sexisme, en fait, parler du sexisme, du racisme et de l'homophobie. Et on a aussi remarqué que les cyberviolences touchent particulièrement les femmes racisées, qui subissent une double oppression. Comme j'ai dit, il y a l'hypersexualisation, la misogynie noire, l'orientalisme, la fétichisation. Et pour revenir à Internet comme un outil d'émancipation, et les threads, souvent les threads sur Twitter sont politiques. Les femmes vont exprimer leur position politique. Et la moitié des femmes qui ont été cyberharcelées, c'était pour leur position politique. On va dire 44%. Il n'y a pas longtemps, on a eu l'exemple de Moissy, avec leur festival afroféministe. C'était, à la base, cette histoire n'a pas commencé sur Internet, mais très vite, à cause de faux tweets et de mensonges, elles ont vraiment subi un gros cyberharcèlement. Et elles ont subi un harcèlement, on va dire, pendant une semaine non-stop. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que même après l'explication de Moissy, personne ne les écoutait, personne n'écoutait leur discours. Et alors qu'elles ont expliqué maintes et maintes fois que le festival n'était pas interdit aux Blancs, mais que certains espaces étaient réservés aux femmes noires, mais le festival était ouvert à tout le monde. Et elles ont été silencées par d'autres féministes, par des personnages politiques, par des personnes qui disent encourager l'émancipation de la femme. Et contre elles, on a utilisé vraiment le cliché de base contre les femmes noires, c'était le angry black woman, la femme noire énervée. Et ça décrit vraiment une femme noire qui est sauvage, qui s'énerve pour tout et rien, qui ne sait pas s'exprimer. Alors que les personnes qui attaquaient dans l'histoire, c'était pas Moissy. Elles se faisaient attaquer, c'était les victimes. Il y a aussi eu de l'infantilisation. Ils ont aussi dit à des femmes noires comment militer, comment s'organiser, comment combattre le racisme, alors que certaines personnes n'étaient même pas concernées par le racisme. J'ai pu lire, par exemple, un homme blanc qui allait voir les afroféministes et leur disant et dire aux afroféministes qu'il créait le racisme à cause de leurs actions et que lui, il combattait mieux le racisme qu'elle. Plein de choses comme ça. Et pour moi, cet exemple, il est important parce qu'on sort du cliché de tout ce qui est cyberharcèlement. C'est une jeune fille, on a mis ses photos sur Internet, on a mis un nude ou une vidéo pornographique. Là, par exemple, c'est vraiment
un cas de cyberharcèlement qui concerne les femmes noires, ça n'a rien de sexuel, et c'est vraiment d'ordre politique, et voilà, c'est un autre cas de cyberharcèlement, du coup, qui n'est pas souvent abordé. Et ce mois-ci, on va dire le mois dernier, il y a eu aussi... les femmes noires n'étaient pas les seules. Il y avait l'histoire de la chapelle et le harcèlement de rue. Et pour moi, cette histoire reprend les mêmes stéréotypes racistes, déshumanisants, animalisants, mais là, du coup, envers les hommes racisés ou supposés musulmans. L'article du Parisien qui a enflammé l'histoire, c'était à la base harcèlement, 2 points, les femmes chassées des rues dans le quartier Chapelle-Pajol. Ça, c'est un bout de l'article. Plusieurs centaines de mètres carrés de bitume abandonnés aux seuls hommes et où les femmes n'ont plus le droit de citer. Cafés, bars et restaurants leur sont interdits. Des groupes de dizaines d'hommes, seuls, vendeurs à la sauvette, dealers, migrants et passeurs tiennent les rues, harcelant les femmes. Ça, c'était une phrase de l'article. Et pour moi, c'est vraiment un exemple où on peut voir en fait que le féminisme est instrumentalisé à des fins racistes. Parce que je n'essaie pas de nier qu'il y a du harcèlement, par exemple, dans le 18e ou qu'il y a du sexisme. Je n'essaie pas de silencer les victimes. Juste que je dénonce la récupération et l'instrumentalisation d'un fait. Ce n'est pas le premier cas de harcèlement de rue, ce n'est pas le premier cas de sexisme en France. Mais avec les articles et avec toutes les personnes qui ont parlé, on avait l'impression que si, qu'avant ça, il n'y avait pas eu de sexisme, que le sexisme, il est venu avec les étrangers. Sinon, en France, personne n'est sexiste, personne n'est raciste. Et donc, c'était important. Et l'article m'a fait penser à une phrase de Mahmoud Shakir qui explique que le but des nombreux ouvrages orientalistes sur les différentes sciences islamiques était de dépeindre la culture et la civilisation arabo-musulmane de manière convaincante pour le lecteur européen. Et pour moi, c'est exactement ce que l'article a voulu faire, vraiment essayer de dire que ces immigrés sont venus en France, ils maltraitent leurs femmes dans leur pays, là ils viennent en France, ils maltraitent nos femmes, dans le sens où il faut faire quelque chose. Le harcèlement de rue, c'est un truc d'immigrés en fait. Et les clichés sur l'homme musulman ne sont pas nés hier et ne datent pas d'aujourd'hui, ils n'ont pas été créés par hasard. Et tous les clichés ont été créés à des fins politiques, que ce soit le angry black woman, la beurette, l'homme arabe, la femme asiatique, comme elle l'a dit, ou tout autre cliché. Tout cela, en fait, c'est pour conforter le racisme et justifier les discours et actions déshumanisantes envers les racisés, comme la décolonisation, le contrôle aux faciès, le débat sur le voile, le débat sur les migrants. Et tous ces sujets ont réussi à être alimentés grâce à tous ces clichés et à l'imagerie coloniale. Et avec tout ça, on a pu voir que le féminisme, peut aussi être utilisé pour justifier le racisme, comme avec le cas de la chapelle, et qu'il est trop facile de se rappeler des femmes quand il s'agit de virer les pauvres et les étrangers. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation d'une part. Et merci aussi pour les différents témoignages parce que voilà, enfin, il se trouve que je connais Grace, mais je te connaissais pas, mais on se rend bien compte qu'il y a des échos dans toutes les expériences sur la question. Enfin, c'est pas le thème de mon intervention, mais la question du cyberharcèlement, c'est une question que j'expérimente vraiment au quotidien, et j'en ai même fait un documentaire qui s'appelle Les réseaux de la haine, sur le fait qu'effectivement prendre la parole, de manière générale, prendre la parole publiquement en tant que femme, c'est déjà un défi à l'assignation en fait traditionnelle qui nous est imposée, c'est-à-dire qu'en tant que femme, on est censé être là de manière un peu décorative et en tout cas ne pas défier l'autorité des hommes. Et c'est vrai que le fait de prendre la parole dans un espace qui n'est pas un espace virtuel, c'est déjà quelque chose de extrêmement compliqué. J'en fais l'expérience assez régulièrement en essayant de débattre avec des hommes qui sont souvent, en fait, c'est assez fou, mais généralement, voilà, les hommes commencent à intervenir. Alors, eux s'étendent pendant de longues minutes, ils s'écoutent parler, etc., etc. Et dès qu'une femme parle, en fait, au bout de 3 secondes, mais non. Et en fait, on n'a même pas la possibilité de développer une pensée parce qu'en fait, on est vraiment concentré sur l'idée même de poursuivre sa pensée jusqu'au bout. Et alors, il y a ça. Et puis après, effectivement, sur les réseaux sociaux, le fait de porter
Alors, je me suis même pas présentée. Donc, je suis journaliste. Je travaille beaucoup. Je suis journaliste. Je suis aussi engagée. Je travaille beaucoup sur les questions de sexisme et de racisme. Et donc, j'interviens régulièrement, notamment dans les médias, sur ces questions-là. Et donc, je fais un exercice qui est un exercice plutôt masculin, qui est l'exercice du débat de télé. Il y a environ... il faut savoir que les femmes qui interviennent à la télévision, les femmes expertes, sont à peu près 20%. Et dans les débats dans lesquels j'interviens, souvent, je suis la seule femme. Et évidemment, la seule noire, mais ça, c'est même pas la peine de le souligner, vu le nombre de noirs qui interviennent dans les débats politiques dans ce pays. Donc, le fait d'être une femme et d'intervenir dans les débats nous place déjà dans une position qui est une position un peu marginale. Et c'est vrai que les hommes, en fait, ont souvent l'habitude de parler entre eux et ont énormément de mal à laisser les femmes poursuivre leurs pensées et leur discours, etc., etc. Et sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'expérimente. L'agressivité est assez incroyable. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est que c'est souvent une agressivité qui est vraiment spécifique. C'est-à-dire que moi, ce que je reçois, c'est des menaces de viol. Donc, c'est vraiment essayer de renvoyer les femmes à leurs conditions féminines en montrant, en fait, quelque part, une espèce de domination qui, finalement, les fait taire en leur disant, en fait, t'es rien. Si je peux te faire taire, je peux tout simplement te violer pour te montrer que t'es qu'une femme, en fait. Et du coup, c'était suite à ça que j'avais porté plainte et que j'avais fait un documentaire qui s'appelait Les réseaux de la haine et qui m'a... Alors moi, j'ai eu de la chance parce que déjà, en ayant une visibilité publique, j'ai eu énormément de soutien, ce qui n'est pas le cas de la plupart des victimes. Donc j'ai eu beaucoup de solidarité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux, d'extrêmement précieux. On ne mesure pas, mais vraiment, moi, ça m'a conforté. Déjà, ça m'a conforté dans l'idée que ce que j'avais reçu était vraiment extrêmement violent et anormal. Et ça m'a encouragée à porter plainte. Donc j'ai porté plainte. On a eu de la chance parce que la personne qui m'a agressée, en fait, était suffisamment idiote pour avoir laissé son IP. Donc on l'a retrouvé assez rapidement. Et il a été convoqué devant le tribunal. Et en fait, c'était assez intéressant parce que finalement, moi, j'ai fait sa rencontre. Et c'était une personne tout à fait normale. C'est-à-dire que j'aurais peut-être même été rassurée si ça avait été un skinhead avec des croix gammées tatouées, etc. Mais en fait, c'était un mec, mais vraiment que j'aurais pu croiser dans le métro, qui avait l'air parfaitement inoffensif, qui avait 23 ans. Et du coup, ça montre aussi que derrière ça, il y a vraiment, les visages qui se cachent derrière ce genre d'agressivité. Ce sont pas des gens qui sont exceptionnels. Ce sont vraiment des gens comme les autres qui, sous couvert d'anonymat, se permettent de dire des choses qui dépassent ce qu'ils auraient pu dire. Dans la réalité. En plus, ce qui est intéressant, c'est que quand on tweet ou quand on poste quelque chose, il n'y a pas la voix, il n'y a pas le son de la voix. Le fait même de lire une phrase qui a été postée dernièrement, le dernier truc que j'ai, alors j'ai pas encore porté plainte, mais ça va pas tarder. C'est une revue, une espèce de revue en ligne. Je crois qu'ils sont hébergés en Russie, mais en tout cas un truc d'extrême droite qui a fait un article sur moi en me qualifiant dans le titre de négresse diabolique. Et c'est en gros, négresse diabolique a encore frappé. Donc il y a tout un espèce de déroulé, mais d'un racisme fou. Généralement, les racistes sont un peu subtils, mais là, c'était tellement explicite que du coup, là, c'est entre les mains de mon avocat et je réfléchis, mais aussi à une solution, parce qu'aussi ce qui peut dissuader les gens, c'est aussi juste le côté matériel, quoi. Le côté, c'est qu'à un moment donné, faut un avocat, faut le payer, c'est aussi fatigant. Moi, je me retrouvais devant le tribunal, même si j'avais rien fait, se retrouver devant un juge à expliquer qu'on a été agressé, etc. C'est hyper intimidant, en fait, et c'est très impressionnant. Donc, c'est vrai que ça peut être un frein. Et donc voilà. Donc moi je vais parler. En fait c'était pas de ça dont je vais parler initialement, mais je trouve que c'est quand même quelque chose peut-être dont on parlera plus après quand il y aura l'échange. Je voulais parler d'intersectionnalité parce que c'est quelque chose qui porte un peu féministe contre le cyberharcèlement, mais qui me semble assez important. Donc quand je dis que je suis une féministe intersectionnelle, je dis souvent intersectionnelle et décoloniale, c'est parce que je crois qu'on ne peut pas être juste féministe, en fait. Pour moi, c'est le sexisme, il coexiste avec d'autres formes d'exclusion et d'oppression, comme le racisme, l'homophobie, l'andiphobie, la transphobie, et tellement d'autres. Et donc, en étant féministe, on doit, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui doit accompagner cet engagement. On doit tenir compte du fait que l'interaction de 2, de 3, de 4 de ces formes d'exclusion produit des effets nouveaux et qui ne sont pas des effets forcément additionnels, mais des effets qui sont vraiment spécifiques. Et en fait, ce que j'ai remarqué, moi, donc j'ai créé une association qui s'appelle Les Indivisibles. Ça fait 10 ans, en 2007, qui donc avait vraiment pour but de pointer du doigt le racisme dans les médias. Mais avant ça, j'avais été engagée dans des mouvements féministes, notamment à Mixité. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les mouvements féministes français étaient quand même très blancs. Et vraiment, moi, ce qui m'avait vraiment beaucoup frappé, c'était à l'époque, en 2004, quand la loi contre les signes religieux ostensibles, mais en fait contre le voile, à l'école, a été votée. Il y avait vraiment... En fait, je trouvais ça fou de constater que...
Alors, à conviction égale, en fait, entre un garçon musulman et une fille musulmane, eh bien, le garçon allait à l'école et la fille non. Et que quelque part, on reprochait, on prétendait que les femmes voilées, les jeunes filles voilées étaient victimes de sexisme. Et en fait, si, à supposer que ce soit le cas, qu'elles soient forcées d'être voilées, je crois que le meilleur des services qu'on puisse leur rendre, c'est de leur permettre d'avoir accès à l'instruction. Et donc, il y avait une espèce de logique folle qui disait, elles sont victimes de sexisme, donc on les renvoie chez eux, chez leurs oppresseurs. Et c'était, moi, ça me semblait, dans tous les cas, en prenant le problème dans tous les, c'est-à-dire que d'une part, on leur prêtait pas de volonté propre, et même dans cette logique-là, on était illogique en les sanctionnant plus que les hommes qui finalement eux n'obtenaient aucune sanction. Donc ça m'a fait voir vraiment un clivage au sein du mouvement féministe français. Et puis vraiment le fait que ce mouvement féministe était assez monochrome. Et il y a quelque chose qui m'a frappée en 2009. Il y avait un collectif en fait national féministe qui avait lancé, je cite, un appel à la mobilisation pour les droits des femmes, qui appelait à manifester le 17 octobre de cette année. Alors pour ceux qui savent, le 17 octobre, c'est la date de commémoration du massacre des Algériens au Pont Saint-Michel en 1961. Donc déjà, je trouvais que politiquement, c'était bizarre de choisir cette date-là. Ça voulait dire en tout cas que dans le collectif, il n'y avait pas des personnes qui étaient sensibles et qui s'étaient dit que cette date-là, il y avait peut-être des gens qui avaient autre chose à faire. La deuxième chose, c'est qu'en fait, dans le texte disait, je le cite, il faisait état du danger de voir la lutte pour l'égalité femmes-hommes passer au second plan au profit de la lutte contre la discrimination et pour la diversité. Et franchement, qui peut écrire ça à part une femme blanche ? Parce que franchement, quand on est soi-même victime d'une oppression raciste et sexiste, on ne peut pas craindre de voir une oppression supplanter l'autre. Et donc pour moi, ça disait énormément sur le fait qu'il y avait eu un consensus sur ce texte-là, mais qui était nécessairement le consensus de femmes, en tout cas, qui ne subissaient pas, à titre personnel, le racisme. Et ça, encore une fois, c'était une logique, une rhétorique que je trouvais très très présente dans le mouvement féministe, à savoir, souvent, moi j'entends des femmes dire, des femmes féministes dire, on parle des minorités, mais les femmes ne sont pas une minorité. Et je l'entends bien, et ça je suis tout à fait d'accord, effectivement on est majoritaire sur le plan numérique. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Est-ce que ça veut dire que comme elles sont plus nombreuses que d'autres minorités, elles devraient avoir la priorité ? Moi je pense que les femmes sont minoritaires, mais au sens latin du terme, c'est-à-dire qu'elles sont minoritaires dans l'exercice du pouvoir, elles sont minorées. Et en ce sens-là, je trouve que essayer d'opposer minorité et un groupe qui ne serait pas vraiment minoritaire, encore une fois, c'est essayer de créer une division, mais sans imaginer qu'il y a des gens qui sont à l'intersection de toutes ces luttes-là. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais très très présent. Et heureusement, grâce aux réseaux sociaux qui ont été cités très justement, on voit que des femmes qui ne se sentaient pas représentées par ces mouvements, en fait, trouvent des plateformes de cohésion et arrivent à créer des espaces qui finalement sont différents et parviennent un peu à défier ce consensus assez monochrome sur le féminisme. Et en fait, voilà, ce que j'ai constaté, donc c'est ce côté en fait un peu aveugle, avec un espèce de point, en tout cas qui ne voyait pas, qui avait un peu des œillères, et puis le fait que certaines femmes pouvaient perpétuer l'oppression raciste, notamment avec tout ce que j'ai dit sur les femmes musulmanes, avec une vision extrêmement coloniale et ethnocentrée, ne permettant pas en fait à ces femmes-là d'imaginer, ne permettant pas d'imaginer que ces femmes-là puissent avoir une volonté propre. En 2005, par exemple, pour la revendication, pour la manifestation du 8 mars. Il y a des femmes voilées qui s'étaient associées à cette manifestation nationale, et en fait, elles avaient été sorties manu militari par des féministes de la manifestation qui les avaient bousculées en fait en leur disant vous n'avez rien à faire là. Et je trouvais ça d'une folie, mais incroyable. C'est-à-dire que je me suis dit c'est-à-dire que c'était comme si le voile leur enlevait même leur statut de femme et leur droit en fait à apporter une revendication féministe. Et en fait, dans ça, on est dans une espèce d'ambivalence parce que d'un côté, en fait, les mêmes femmes qui vont célébrer Malala Yousafzai parce que dans son pays, elle se bat pour avoir le droit à l'école, empêcheraient cette même jeune femme d'aller à l'école en France parce qu'elle porte un voile. Et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment schizophrène. Et en tout cas, qui est vraiment, qui est vraiment instable. Donc cette question-là, donc il y a deux questions que j'ai évoquées, la question de l'espèce de domination blanche sur le féminisme français, puis la question de l'islamophobie. Alors moi, il se trouve que, comme vous l'avez peut-être pas remarqué, je suis noire, et il se trouve que ça se voit beaucoup moins, mais je suis musulmane. Et c'est intéressant parce que je suis assez... pas seulement parce que je suis musulmane, parce que je suis engagée pour l'égalité, mais c'est une question en tout cas qui me préoccupe et sur laquelle j'interviens régulièrement. Mais il se trouve que je ne suis pas musulmane visible. Souvent, quand les gens apprennent que je suis musulmane, ils sont un peu étonnés. Enfin, bon, c'est marrant, t'as l'air sympa.
Donc, je pense qu'il y a un peu ce truc-là, on imagine tellement autre chose derrière l'islam que, voilà, il y a une vision très, très particulière, particulièrement en ce moment. Et c'est vrai qu'en France, on a tendance à associer les musulmans aux arabes et pas du tout à d'autres groupes ethniques. Et c'est-à-dire qu'on considère... Par défaut, en fait, il y a des gens qui sont d'origine maghrébine et qui ne sont pas musulmans, qui subissent l'islamophobie par présomption, et des gens, en fait, qui ne sont pas, qui sont soit noirs, soit d'origine réunionnaise, donc originaires plus loin, de manière plus lointaine du sous-continent indien, d'origine, voilà, d'origine diverse, et bien qui ne sont pas du tout perçus comme musulmans et du coup qui ne subissent pas a priori l'islamophobie, sauf pour les cas des femmes qui portent le foulard, qui elles effectivement sont relégués effectivement au rang de musulmans indésirables. Et c'est intéressant parce qu'en fait on a l'impression que le fait d'être noir écrase toute autre identité possible. C'est-à-dire que qu'on soit juif, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit musulman, en fait ça n'intéresse personne. On est noir et tout le reste en fait ne peut pas faire sens. C'est-à-dire que c'est trop d'informations. C'est-à-dire non là je comprends pas, là t'es noir ou... Et donc il y a quelque chose comme ça qui fait que j'ai l'impression que voilà, d'une certaine manière moi ça me permet de dire, je pense, plus de choses sur l'islamophobie que si j'avais été d'origine maghrébine, où on aurait peut-être eu l'impression que je m'exprime de l'intérieur. Alors que, en l'occurrence, c'est le cas, mais c'est assez particulier. Et pourtant, et donc le paradoxe, c'est aussi que pour les personnes qui sont de culture musulmane, en fait, dans la représentation générale, eh bien, il y a une représentation qui est extrêmement réduite, en fait, restreinte aux personnes qui sont d'origine maghrébine. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est problématique parce que du coup, il y a une invisibilisation des musulmans qui sont d'autres origines. Et du coup, cette question de l'intersection, je la trouve aussi intéressante parce que les choses ne procèdent pas toujours par addition. C'est-à-dire que le fait, pour moi, par exemple, d'être une femme, d'être noire et d'être musulmane, n'additionne pas forcément les exclusions, ça produit vraiment autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, en tant que femme non blanche, il y a des choses que je ne vis pas. C'est-à-dire que je ne subis pas, par exemple, les contrôles aux faciès. Et j'ai beaucoup moins de risques d'être tuée par un policier que, par exemple, quelqu'un qui serait de ma famille, qui aurait exactement la même éducation que moi, la même trajectoire. Et j'ai le sentiment, en fait, que du fait de l'exotisation dont tu as parlé, en fait, dont tu as parlé également, tout ce qui est fétichisation, on a des accès, en fait, alors pour des raisons qui sont absolument odieuses, mais du coup, il y a des accès qui sont facilités. Et dans tous les mouvements qui avaient vocation, par exemple, au début des années 2000, à soi-disant libérer les femmes musulmanes, il y avait vraiment toute cette idée qu'il fallait que ces femmes-là, se prennent une distance par rapport à leur environnement d'origine pour rejoindre les lumières de la République. Et donc, il y a vraiment une espèce d'incitation à se désolidariser quand on est musulmane, quand on vient d'un quartier populaire, pour s'émanciper, et donc qui est quelque part une manière de trahir en fait les siens, notamment les hommes de son groupe d'origine ou de sa famille d'origine, pour épouser quelque part quelque chose de beaucoup plus respectable et qui serait quelque chose et qui nous donnerait le droit de promouvoir la République et toutes ses valeurs, etc. Et ça, c'est vraiment un conflit dans lequel on est placé, c'est-à-dire que d'un côté, évidemment, on combat le sexisme de manière générale, donc le sexisme français en général et le sexisme qui nous touche plus directement, qui est celui des gens de notre famille, de notre environnement. Et en même temps, on n'a pas envie d'alimenter le racisme que nous subissons et qu'ils subissent aussi en donnant des gages en fait aux gens qui les considèrent comme plus sexistes que les autres, comme tu l'as dit avec La Chapelle, et en donnant en fait des arguments. Donc ça place souvent les femmes dans une position extrêmement acrobatique et extrêmement compliquée parce que voilà, et c'est pour ça que c'est important de vraiment tenir compte de ces voix spécifiques, mais de les laisser s'émanciper et avoir leur voix propre sans avoir forcément une espèce de traduction. Je ne sais pas si vous avez vu la campagne, et j'en terminerai là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et peut-être autre chose aussi, juste une petite anecdote par rapport à ce que tu as dit sur Brigitte Macron, mais il y a quelque chose qui a pas mal choqué des femmes féministes autour de moi, notamment des afroféministes, sur une campagne en fait contre l'excision, qui a été donc qui a fait l'objet de posters, même d'une petite vidéo, etc., qui a été faite par le GAMS, en fait, qui est un groupe de femmes, qui lutte contre les mutilations sexuelles, qui est horrible. Alors on voit en fait c'est un dessin, on voit une jeune fille noire. Et en bas, alors je n'ai plus le terme exact, mais en fait on voit une jeune fille noire, et le titre c'est en gros, tu crois que tu vas partir en vacances, et il y a une personne en fait qui lui tend un couteau avec une goutte de sang. Et c'est, mais d'une violence, je trouve, incroyable. Parce que quelque part, ça laisse dire que la famille, c'est pas un endroit fiable. C'est pas une source, en fait, de réconfort, c'est une source de danger. Tu crois que tu pars en vacances au bled, en fait, tu vas te faire mutiler sexuellement. Et nous, on est là pour te sauver. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le GAMS
Ça, c'est une des femmes du groupe, donc Amandine Guay, qui s'est rendu compte que le GAMS, son conseil d'administration, était composé uniquement de femmes blanches. Et donc, ça montre bien que si la question des mutilations sexuelles, c'est une question hyper importante, elle doit être prise en charge par les premiers concernés. Parce que cette imagerie-là, mais elle est humiliante. Elle est humiliante parce que, quelque part, elle humilie les familles de ces femmes-là, et elle instaure une forme de suspicion là où il n'y a pas, ça n'a pas forcément lieu. Donc ça montre vraiment que les femmes, en fait, notamment issues de minorités, doivent produire des discours qui leur parlent et qui parlent aussi aux autres, parce que en plus, sur l'image, c'est une adolescente. Donc je ne sais pas, si vous avez 15 ans et que vous devez partir en vacances avec vos parents, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas dire non. Donc je ne vois même pas, en fait, quel effet c'est censé produire. Est-ce que les jeunes filles vont résister, ne vont pas aller à l'aéroport avec leur famille? Elles n'ont aucun moyen, en fait, de ne pas aller en vacances avec leurs parents. Donc, c'est non seulement complètement raciste, mais en plus, ça ne peut pas être efficace sur les personnes visées. Et pour parler aussi de... Moi, ce que je trouve important aussi, donc pour terminer, c'est de montrer aussi que les ressources intellectuelles de l'émancipation des femmes ne sont pas uniquement occidentales. Parce qu'on a tendance à nous vendre tout le temps des ressources. Voilà, c'est important, et je pense que, voilà, comme beaucoup d'adolescentes, j'ai lu Les Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, et ça contribue évidemment à ma prise de conscience. Mais je pense que c'est important de penser à nos référents. Alors, nos référents immédiats, que peuvent être nos parents. Moi, pour ce qui me concerne, voilà, je suis la fille de 2 immigrés du Sénégal, et ma mère, c'est une femme immigrée. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte du fait que l'immigration, c'est un parcours entrepreneurial. C'est-à-dire qu'on a des gens qui quittent leur pays pour s'installer dans un autre pays où ils savent qu'ils ne seront pas forcément bienvenus, et pour faire leur vie. Et je trouve que ce courage-là, il n'est pas souvent salué. Et c'est un courage souvent qui incombe à des hommes, mais aussi à des femmes. Et moi, c'est vrai que j'ai vu ma mère, pour moi, ça a été un modèle, et ça a vraiment été une source de fierté et puis de construction personnelle. Donc ces référents-là, je trouve qu'il faut les célébrer. Puis après, les référents philosophiques qui viennent d'Afrique, qui viennent des différentes cultures dont les gens sont originaires, en tout cas sont issus. Donc les cultures asiatiques, les cultures africaines, et aussi la culture religieuse. Et c'était intéressant ce que tu disais sur Brigitte Macron, parce qu'en fait, en islam, la femme du prophète Khadija, en fait, elle avait 20 ans, je crois, de plus que son mari. C'était une commerçante qui était extrêmement riche. Donc le prophète de l'islam, en fait, était quelqu'un qui était de conditions plutôt modestes. Et sa femme, en fait, elle était plus âgée que lui, plus riche que lui. Et c'est une femme, en fait, qui est extrêmement célébrée dans l'islam. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que, voilà, en fait, il y a 1400 ans dans la péninsule arabique, un jeune homme a épousé une femme de 40 ans. Et sans que, voilà, et cette femme-là, c'est devenue une icône, soi-disant, dans les endroits qu'on considère comme étant les endroits les plus sexistes du monde. Et aujourd'hui, en 2017, en France, la femme du président de la République, en fait, ne peut pas avoir 25 ans de plus que lui, tout simplement parce qu'elle est une femme. Parce que si on regarde les choses, en face, Donald Trump a aussi 25 ans plus que sa femme, et ça n'a jamais fait l'objet d'aucun débat. Donc je crois qu'il faut savoir se décentrer et se dire que le sexisme, c'est quelque chose qui est protéiforme et qui surgit de toutes les cultures, et qu'on peut aussi prendre des ressources d'antisexisme dans toutes les cultures de manière totalement équivalente, et vraiment se remettre en question de manière régulière. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Adama Anoto, et je suis la directrice artistique d'un nouveau média en ligne qui s'appelle Nothing But The Wax. L'historique, en fait, Oui. Notre motto, en fait, c'est Tell, Inspire, Celebrate, ou en français, raconter, inspirer et célébrer. Pourquoi un tel média, en tout cas dans le paysage francophone en priorité? L'histoire de Nothing But The Wax, en fait, commence par un blog qui a été créé par une jeune femme qui a 31 ans, bon, qui n'est pas dans la salle aujourd'hui, donc la rédactrice et fondatrice en chef de Nothing But The Wax, Shaye Shina. L'histoire a commencé, en fait, à travers un blog qu'elle a dédié, en fait, à la mode africaine. Au départ, en fait, c'était un blog personnel où elle voulait juste partager ses créations en wax, parce que c'était, en fait, sa porte d'entrée pour se reconnecter à son héritage culturel. Et très vite, elle s'est rendue compte, en fait, qu'il y avait beaucoup d'ignorance dans la société dans laquelle elle vivait, la société française, beaucoup de clichés, et elle a décidé en fait de déconstruire ces clichés autour du tissu wax, et de fil en aiguille, au fur et à mesure. Donc ça s'est élargi à la mode africaine, aux créateurs africains, aux designers, au design aussi. Et
et comment en fait apporter en fait un insight, apporter une richesse et pouvoir célébrer et pouvoir donner plus de visibilité en fait à ces communautés ou à ces créatifs qui n'en avaient pas. Et elle travaillait dans la finance et elle a décidé en fait de quitter son job d'audit financier et de se reconvertir dans le journalisme. Et donc son projet à terme, c'était donc de transformer ce blog qu'elle a tenu pendant 6 ans à peu près en véritable média journalistique. La raison profonde, en fait, c'est que quand elle a commencé à être journaliste, donc elle a écrit pour des médias qui ont pignon sur rue, Le Figaro, Madame Figaro, pour Le Monde, etc. Et elle s'est rendue compte, en fait, que les sujets qu'elle écrivait, même s'ils étaient, à la demande donc, de ces médias traditionnels, étaient assez ethnocentrés, mais en fait avaient un impact sur ses pairs. Par exemple, elle avait fait un podcast sur la perte de la langue natale, qui a eu vraiment un impact considérable sur les gens qui se reconnaissaient, en fait, des personnes qui étaient nées en France ou qui avaient grandi en France et qui ne parlaient plus la langue, entre guillemets, de leurs parents, ou qui parfois aussi pouvaient la comprendre mais pas la parler, ou carrément ne comprenaient plus du tout. Et donc elle s'est dit, bon, si ça a cet impact-là, je peux faire la même chose en fait pour moi-même, dans le sens où dans les médias traditionnels à l'heure actuelle, même quand on pense aux équipes qui constituent, aux rédactions qui constituent ces médias, il y a très peu de racisés et très peu de noirs. Et donc l'idée de ce média, c'était vraiment de pouvoir construire un média générationnel qui puisse parler avec justesse, avec authenticité, sans faire d'explication de texte de notre génération, donc les milléniaux noirs, donc les afro-descendants, que ce soit en France, que ce soit au Royaume-Uni, sur le continent africain, vraiment pouvoir créer des ponts culturels. Donc oui. On a plusieurs, en fait, nous on a décidé donc de partir sur un média, donc à travers parler de cette jeunesse noire, de cette jeunesse afrodescendante, afrodiasporique, à travers les spectres de la mode, de la beauté, de la culture et des sujets de société, en fait. Quand on pense comme ça à mode et beauté, on va se dire que c'est peut-être un peu superficiel, mais on considère que derrière la mode, derrière la beauté, il y a tout un héritage culturel, il y a des référentiels, en fait, qui sont propres à une certaine génération, avec des certaines origines, et qui est très plus complexe, en fait, parce qu'on a tendance à dépeindre, on va dire, la communauté noire ou les communautés noires comme un bloc, en fait, comme quelque chose de très statique, comme quelque chose de très monolithique, alors que l'Afrique, déjà, c'est grand. Et on a tous des histoires, des références, des cultures très, très particulières, en fait. Et la manière dont on les exprime, notamment... Moi, je parle d'un point de vue... Nos perspectives, en tout cas, sont... Moi, par exemple, je suis d'origine... gabonaise et sénégalaise, je suis née au Gabon et j'ai grandi une bonne partie de ma vie, en tout cas, à partir de l'âge de 8 ans, en fait, quand ma mère a immigré jusqu'à aujourd'hui en France. Donc, dans ma construction identitaire, j'ai un peu du Gabon, beaucoup du Gabon aussi, et beaucoup de la France. Donc, je suis, entre guillemets, un hybride. Donc, je suis autant européenne que je suis africaine. Et donc, c'est important de pouvoir apporter des perspectives très, très différentes, dans le sens où quelqu'un qui est afro-américain, même s'il peut s'identifier à une autre histoire d'un autre noir dans un autre pays, on n'évolue pas dans le même contexte, donc on ne vit pas les mêmes réalités. Donc, on a plusieurs rubriques, notamment, donc, par exemple, la rubrique beauté. On a une rubrique aussi art qui nous permet aussi d'apporter une visibilité à des artistes qui créent en fait qui vont puiser justement dans cet héritage culturel et qui permettent de présenter des travaux qu'on n'a pas l'habitude de voir ou à qui en tout cas on ne donne jamais de plateforme qui soit taillée sur mesure pour eux.
On a une rubrique mode qui permet donc de continuer, en fait, c'est le fil rouge donc du bloc de départ de Chaillet, qui permet de redéfinir aussi une esthétique, parce que quand on pense à la mode africaine, on va pas penser par exemple à des clichés, alors que la mode africaine est quelque chose de très riche et en constante évolution, et on va rarement, en tout cas, mettre en avant la créativité et l'originalité, en fait, de ces artistes ou de ces créatifs. Donc notre approche éditoriale est vraiment, l'idée c'est vraiment de créer des contenus qui soient toujours équilibrés, à la fois dans ce côté très culturel, très exploration, très sur le terrain, et à la fois un peu plus léger, parce que parfois on va parler de société, on va vraiment mettre le doigt sur des sujets qui peuvent être douloureux. Dans le sens où, dans le cadre par exemple français, il y a un énorme manque de représentation, et c'est pouvoir donner en fait une réponse à ce manque de représentation par un média en tout cas qui est fait par nous, pour nous, mais aussi pour les autres. Moi, donc, en tant que notre approche iconographique ou visuelle, esthétique, c'est mon métier, enfin c'est mon poste, c'est ma mission au sein de ce média, dans le sens où on n'a pas l'habitude, en fait, on nous voit dans la rue, particulièrement les femmes noires, on va nous voir dans la rue, mais on n'est pas visible ailleurs. On n'est pas visible ou très peu visible dans les magazines, on est très peu visible au cinéma, ou quand on va poser par exemple la question de, je ne sais pas, citer quelques actrices noires françaises, on va nous citer Aïssa Maïga, et c'est à peu près tout, en fait. Donc notre idée, vraiment, c'est de pouvoir créer un nouveau référentiel, pouvoir se réapproprier la narration à travers l'image. On a décidé d'avoir ce parti pris très fort d'associer à la fois notre contenu journalistique avec des images qui sont créées par nous-mêmes, pour pouvoir créer en fait de nouveaux codes, pour pouvoir habituer l'œil aussi à une normalisation en fait de la présence noire et la présence aussi de la femme noire. Et à travers ce référentiel, ce nouveau référentiel, on se rend compte aussi que la beauté noire est quelque chose qui est assez politique, même quand c'est en filigrane, parce que nos cheveux crépus, nos traits, nos soins de beauté, par exemple, nos habitudes, nos routines, c'est des choses qui ne sont pas très visibles. Aujourd'hui, par exemple, la femme noire est considérée comme une consommatrice, enfin, si ce n'est la consommatrice la plus puissante dans le domaine des cosmétiques, mais on en parle très peu. Et donc, le fait de créer nos propres images, ça a apporté de l'intelligence, et c'est aussi en fait pouvoir présenter, pouvoir inscrire, pouvoir normaliser un corps, pouvoir normaliser un héritage culturel, et pouvoir normaliser en fait notre être en fait. J'ai apporté deux vidéos. Donc les deux vidéos que je vais vous présenter en fait font partie de notre série beauté, qui sont des formats très courts, qui sont pensés pour les réseaux sociaux. Ça s'appelle Tuto Kitoko. Kitoko en lingala, ça va être le beau en fait, tout ce qui a rapport à la beauté. Donc l'idée c'était de se dire, c'est un format qui est assez usuel en fait sur les réseaux sociaux, des formats très courts où on va nous montrer comment faire une certaine coiffure, comment faire un certain maquillage, etc. Et nous, on a décidé vraiment de prendre ce concept-là et de l'adapter en fait à des femmes ou des hommes noirs, pour pouvoir présenter justement adapter en fait à nos spécificités. Par exemple, le cheveu crépus, ou par rapport à une certaine teinte de peau. Il y en a une deuxième. En fait, l'idée vraiment, c'est de se dire qu'on peut présenter la femme noire sous toute sa complexité, toutes ses nuances de peau, et pouvoir lui rendre en fait cet aspect beauté qui est souvent dénigré.
dans le sens où on va souvent, on peut lire par exemple sur les réseaux sociaux ou dans certains médias où dès qu'on va parler du cheveu crépus, on va parler du cheveu crépus comme quelque chose de sale, quelque chose qui ne s'entretient pas facilement, quelque chose qui est difficile. Et l'idée, c'est vraiment simplifier des gestes de beauté. Ça paraît tout simple comme ça, mais ça a vraiment un impact sur les gens. Par exemple, dans la deuxième vidéo, c'est fait sur moi. J'ai un type de cheveux qui est très 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 crépus, on va dire, et ce type de cheveux, même au sein de notre propre communauté, est souvent, on en parle mal, c'est quelque chose qui est considéré comme sale, et même dans les mouvements qu'on peut voir aujourd'hui, de mouvements de retour au naturel, avoir le cheveu très crépus, pas la boucle définie, ou ne pas être clair de peau, c'est des choses en fait qui constituent des souffrances. Donc pouvoir présenter des exemples de femmes noires dans toute leur diversité, c'est quelque chose qui s'inscrit en fait dans cette réappropriation de la narration. En fait, il y a surtout une idée d'empowerment ou d'empuissancement, si je dois franciser le terme, vraiment de pouvoir prendre le contrôle en fait de notre image, prendre le contrôle de la manière dont on parle de nous, prendre le contrôle de la manière dont on nous présente. Et c'est quelque chose qu'on peut voir qui est aujourd'hui dans l'ère du digital. Donc nous, on est un magazine donc en ligne, un média en ligne, mais c'est quelque chose que j'ai pu observer ces dernières années. Bon, moi, je suis née. J'ai grandi avec Internet, j'ai été très très active et je suis encore sur les réseaux sociaux, si ce n'est un peu accro même. Et on voit que la femme noire, en fait, dépasse les clichés qui lui sont attribués. C'est vrai que dans la pop culture ou même dans les médias, on nous attribue certains rôles, en fait, préconçus. On va avoir, je sais pas, on va nous présenter une pop star comme Nicki Minaj, qui va être très sexuelle, etc. On va nous présenter l'image, donc t'en parlais tout à l'heure, de la Angry Black Woman, qui part du principe qu'une femme noire qui va exprimer sa pensée, qui va exprimer son opinion, et si elle est un tantinet, entre guillemets, qui secoue un peu l'ordre établi, on va considérer que parce que tu exprimes ta pensée, tu vas être en colère, ta pensée n'a aucune validité. Et on voit à travers les réseaux sociaux en fait que les femmes noires, les jeunes femmes noires prennent le contrôle en fait de la manière dont elles veulent être perçues. Et on peut le voir notamment à travers des hashtags qui pullulent comme le Black Girl Magic, Melanin Monday, Black Girl Day Out, Melanin Popping, Black Girls Are Beautiful. Tous ces hashtags en fait sont un moyen pour ces jeunes femmes de s'inscrire dans un espace qui leur est souvent nié. C'est un moyen pour elles, à travers un acte comme par exemple le fait de prendre un selfie. On a tendance justement à dénigrer le selfie, à en parler comme un acte de vanité ultime, alors que pour certaines, ça peut être un acte qui peut leur servir, entre guillemets, à dépasser certains complexes, par exemple, mais aussi c'est un acte aussi qui peut servir à inspirer d'autres filles. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, sur Twitter, le fait de raconter son histoire à travers des fils de discussion, etc. Donc ça rejoint en fait tous ces outils. Moi, je pense que c'est même des outils pour pouvoir en fait s'inscrire au-delà des clichés, pour pouvoir vraiment tenir sa place telle qu'on le définit soi-même. Et pour pouvoir détourner, par exemple, dans les photos, pouvoir présenter sa créativité, pour pouvoir vraiment offrir une image qui est positive, une image qui ne répond à aucune définition, si ce n'est celle qu'on décide d'attribuer nous-mêmes. Et je trouve que c'est assez, c'est assez important. Et c'est un reflet en fait de ce qui peut se passer à l'heure actuelle, même dans la société, où les jeunes femmes racisées, qu'elles soient asiatiques, je pense, qu'elles soient noires, qu'elles soient arabes, décident de vraiment prendre le contrôle de leur image
et peu importe, sans se faire dicter cette image en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui va forcément grandir avec le temps, et ça ne peut être qu'inspirant en tout cas pour les générations futures qui ne feront pas face du coup aux mêmes oppressions ou aux mêmes difficultés quant à la construction de leur identité, tout simplement.